Louis Collard, journaliste belge d'investigation, est avec nous pour en parler. Bonsoir Louis Collard. Bonsoir. Vous êtes donc journaliste au quotidien francophone belge Le Soir, spécialisé dans les enquêtes d'investigation police-justice. Et vous avez participé à plusieurs grandes enquêtes collaboratives. Votre livre, coécrit avec Joël Matriche, a pour titre Qatargate. C'est aux éditions HarperCollins. 9 décembre 2022, je le disais, il y a un peu plus d'un an, on est en pleine Coupe du Monde. Il y a donc ce scandale d'envergure qui va éclater au grand jour. Quel est le déclic, si je puis dire? Comment va éclater l'affaire ce jour-là? Donc c'est le 9 décembre 2022, c'est le jour où la justice belge passe à l'action après 4 mois d'enquête dans le plus grand secret pour procéder à des perquisitions et à des interpellations. Et ce jour-là est interpellé notamment le personnage central de cette affaire, un ancien eurodéputé italien, Pier Antonio Panzeri, il a quitté le Parlement en 2019, qui s'est reconverti dans le lobbying, et on verra que c'est pas seulement du lobbying légal. Son ancien assistant parlementaire Francesco Giorgi, également italien, il est important parce qu'il est aussi le partenaire de l'ex-vice-présidente du Parlement européen, la grecque Eva Kaili, qui sera arrêtée un petit peu plus tard dans la journée suite à un flagrant délit un peu rocambolesque avec une valise d'argent exfiltrée de son appartement. Alors vous dites ex-présidente, ex-vice-présidente. Aujourd'hui, à l'époque, elle est vice-présidente en exercice. Et alors là, la découverte de sommes mirobolantes. Oui, alors tout ce jour-là, il y a environ 1,5 million d'euros en cash qui sont découverts. D'une part, chez ce Antonio Panzeri, un peu moins de 700 000 euros. Et d'autre part, dans cette valise sortie de l'appartement du couple Kaili-Giorgi, des sommes phénoménales et de l'argent toujours qui restait dans l'appartement et qui a été découvert en perquisition. Et en tout, il y avait près de 900 000 euros chez ce couple et dont cette vice-présidente à l'époque du Parlement européen. Alors c'est un livre qui se lit comme un roman d'espionnage et ce n'est pas galvaudé que de le dire. On va comprendre pourquoi il est notamment question d'espion. Mais d'abord, ce chien, on pourrait presque douter et dire que vous avez inventé cette anecdote, mais il y a un chien qui devient complètement fou face à ces sommes d'argent. Racontez-nous. Oui, on raconte un peu les coulisses de l'enquête judiciaire également. Donc, évidemment, c'est basé sur des documents judiciaires qu'on a pu obtenir avec Joël Matriche, mais aussi sur une enquête avec nos sources, avec des rencontres et des témoignages, etc. Des témoignages, notamment le témoignage d'un participant à cette perquisition. Ils étaient une quinzaine à perquisitionner chez Madame Kaili. Et dans ce genre de perquisition, on amène des chiens spécialisés dans la découverte d'argent liquide, les chiens cash, comme on les appelle. Et ce jour-là, donc, est amené un chien dans cet appartement et effectivement, on raconte que il y avait tellement d'argent dans l'appartement, sorti ou toujours présent, 150 000 toujours dans l'appartement, que le chien est devenu fou. En fait, il a fallu le sortir parce qu'il ne savait plus où donner du museau. C'était plus tenable, il ne savait plus où donner du museau. Alors au départ, vous avez parlé des 4 mois qui vont aboutir à ces perquisitions spectaculaires. Au départ, l'enquête se focalise sur un agent de renseignement. Qu'en est-il ? Oui, donc en fait, l'enquête est partie d'abord des services de renseignement, notamment le service de renseignement civil belge, la Sûreté de l'État, qui a travaillé avec différents partenaires européens, dont un partenaire français d'ailleurs, et se focaliser sur Antonio Panzeri donc, mais c'est surtout ses relations avec des officiels marocains. Donc l'enquête part d'abord du Maroc, des soupçons d'ingérence de la part du Maroc dans les affaires européennes. D'un homme surnommé Jason Bourne, vraiment? Oui, donc par les enquêteurs, certains l'appelaient Jason Bourne parce que c'est un officier, un haut gradé de la JED, le service extérieur marocain, le service de renseignement extérieur marocain, qui aurait piloté cette opération présumée d'influence, si ce n'est d'ingérence et de corruption au sein du Parlement européen. Et alors là, vous avez parlé tout à l'heure de lobbying non officiel, parce qu'on le sait, au Parlement européen, il y a énormément de lobbyistes. On le voit notamment sur les questions d'écologie, quand on parle du glyphosate, par exemple. Mais là, ce que l'on va découvrir ce jour-là, à partir de cette date-là, c'est vraiment ce lobbying obscur, avec des officines, avec tout sauf de la transparence. Oui, le problème dans cette affaire, et ce qui fait que ça n'est pas du lobbying, c'est ce côté occulte, justement, c'est le côté secret. Le lobbying, ça peut avoir des aspects tout à fait positifs pour l'élaboration des lois, des règlements, des directives et autres, du moment que c'est déclaré. Voilà, on sait à qui on parle et on sait qui nous parle. Là, le problème, c'est que c'est totalement incontrôlé et secret. On donne, enfin, le soupçon, c'est effectivement, il faut être prudent puisque l'enquête est toujours en cours, mais le soupçon, c'est que de l'argent était donné parfois à des élus en exercice, donc déjà, ça, c'est illégal,
Pour faire un lobbying secret au sein du Parlement européen. Pour européen. édulcorer les textes, les résolutions, pour les atténuer. Exactement, bloquer des textes de résolution, les amender à la sauce favorable au Qatar, au Maroc ou à la Mauritanie, le troisième pays cité dans le dossier. Vous citez ces 3 pays. Quel est le lien entre cet agent de renseignement, surnommé par les enquêteurs Jason Bourne, et comment ça va découler sur, vous avez cité ces 3 pays, Maroc, en l'occurrence il est marocain, Qatar et Mauritanie? C'est un des mystères de cette enquête. On ne sait pas si les différents pays clients présumés que vous venez de citer savaient qu'ils utilisaient le même réseau présumé qui gravite autour de Antonio Panzeri. L'enquête a quand même très bien établi que ces 3 pays ont donné des fonds à Antonio Panzeri, son assistant Francesco Giorgi et peut-être à d'autres eurodéputés. 3 en exercice sont actuellement inculpés, mis en examen dans ce dossier-là. Mais on ne sait pas s'ils avaient connaissance les uns des autres. En fait, c'est plutôt Antonio Panzeri, par rapport à son réseau, par rapport à son rang lorsqu'il était eurodéputé, parce qu'il avait quand même des prérogatives assez importantes en tant que président de la Commission des droits de l'homme au Parlement européen, qui a sans doute approché ses différents clients, qui a vu qu'il y avait moyen d'avoir de l'argent ou des cadeaux de la part de ses potentiels clients et qui a créé ce réseau-là. Vous parliez tout à l'heure de lobbying obscur, parallèle ou autre, mais les entreprises, les grands groupes industriels ont le droit d'en faire, on est d'accord, si c'est au grand jour. Les États ont-ils le droit de le faire au sein des institutions européennes? Tout à fait, il y a des diplomates, il y a des représentants de délégations qui sont présents au sein de l'Union européenne et notamment du Parlement européen. Le tout, c'est de se déclarer au registre de la transparence et de déclarer aussi, enfin là c'est le rôle des europarlementaires, de déclarer leurs rencontres. Et pas à coup de mallette de billets, bien entendu. Et évidemment, il ne parce que peut pas y avoir de cadeaux. Il ne peut pas y avoir de cadeaux et encore moins de sommes faramineuses en argent cash. Alors pour que nos téléspectatrices et nos téléspectateurs comprennent bien de quoi il s'agit, on va prendre un cas concret. Vous en parlez dans votre livre, on est en pleine Coupe du Monde. À l'époque, vous en souvenez sans doute, on parle beaucoup des droits humains au Qatar, notamment ceux des ouvriers qui ont construit les stades pour cette Coupe du Monde de football. Et là, il y a une commission, on va débattre d'un texte justement sur ces violations supposées ou non et ces atteintes aux droits de l'homme. Et vous parlez de l'eurodéputée française Manon Aubry, la France insoumise, qui a des doutes et qui le dit dans une vidéo. Oui, en fait, c'est une vidéo qu'elle a postée sur ses réseaux sociaux à l'époque. Avant le scandale, on est d'accord. Avant le scandale, c'est ça qui fait qu'on voit qu'elle a eu un peu le nez creux. Elle a posté sur ses réseaux sociaux quelques jours avant l'éclatement du scandale, en sortant d'une réunion à huis clos sur un projet de résolution justement portant sur les droits de l'homme au Qatar dans le cadre de la Coupe du Monde. Qui vise même pas d'ailleurs à sanctionner, qui n'est pas du tout contraignante, qui est une résolution... Une résolution comme le Parlement européen en fait de nombreuses chaque année sur différents pays pour aller donner des bons points ou des moins bons points à certains pays sur la question des droits de l'homme. Et là c'était sur le Qatar parce que c'était l'actualité du moment. Le groupe autour de Panzeri a d'ailleurs tout fait pour tenter d'éviter qu'il y ait une résolution. Il n'y est pas parvenu et ensuite il a essayé de l'édulcorer. Et en fait, ce que raconte Manon Aubry dans cette vidéo un peu étonnante a posteriori et qui a eu une deuxième vie après le 9 décembre 2022, c'est qu'autour de la table des différentes parties politiques, des fractions politiques du Parlement européen, elle était étonnée par la position notamment de ce qu'elle appelait la gauche européenne, c'est-à-dire les sociodémocrates du SND. Et or, la plupart des suspects, c'est un fait, la plupart des suspects de cette affaire étaient membres du groupe SND, les sociodémocrates, donc la gauche, le centre-gauche. Avec des éléments de langage peut-être assez troublants qui reviennent souvent. Oui, mais le Qatar a fait beaucoup d'efforts. D'ailleurs, certains disent que c'est sans doute vrai sur certains points. On avait parlé de l'adoption, de la modification, de la réforme de la kafala. De la kafala, c'est ça, le mot m'échappait, de la kafala, de la famille, du code de la famille notamment. Mais ces éléments qui reviennent comme ça en boucle. Et pourquoi d'ailleurs la gauche européenne ? Alors, pour la première question, c'est vrai qu'il y a des éléments de langage qui reviennent. Et exactement, c'est le Qatar a fait des efforts, le Qatar a fait des réformes. Le Qatar est le premier à s'engager sur la voie des réformes dans la péninsule arabique. Ce qui est un petit peu étonnant, c'est que ces éléments de langage semblent être à la fois fournis par Antonio Panzeri à ses clients pour qu'ils viennent au Parlement européen les redistribuer, les livrer tels quels, et également donner à différents eurodéputés suspects dans le dossier. Donc c'est des mots qui sonnent un peu étrangement, effectivement, même s'il peut y avoir un fond de vrai, comme vous le disiez. D'ailleurs, tout le monde s'interroge, je le dis ici en toute transparence, Marc Tarabella, plusieurs
semaine avant, il est en direct de Bruxelles. Et première question, je lui demande, vous étiez contre l'attribution de cette Coupe du Monde au Qatar. Aujourd'hui, vous êtes pour. Il m'avait exactement répondu ce dont on vient de parler, la réforme de la kafala notamment, etc., etc. Ce député européen de gauche, est-ce que vous pouvez nous dire quel est aujourd'hui son sort judiciaire? Il a été brièvement incarcéré? Il a été incarcéré environ 2 mois en début d'année dernière, préventivement, et puis il est sorti sous condition. Donc il est libre aujourd'hui, mais il est toujours évidemment inculpé, mis en examen, comme on dit en France, inculpé comme membre d'une organisation criminelle, pour corruption et pour blanchiment. Il rejette les accusations. Il rejette totalement toutes les accusations. Il dit qu'il est innocent et qu'il n'a pas reçu d'argent. Mais dans le dossier, ce qu'il accuse principalement, ce sont les aveux de Antonio Panzeri, qui, entre-temps, a eu un statut un peu particulier avec la justice belge, puisqu'il coopère à l'enquête sous le statut dit de repenti. En échange d'une peine moins lourde, c'est ça? Peine réduite, en échange d'une peine réduite, Antonio Panzeri doit faire des déclarations substantielles. Il est libre sous condition, lui aussi. Et on imagine que la justice belge ne prend pas tout pour argent comptant, évidemment. Quel est l'enseignement, selon vous, de cette affaire? Ça pose quoi? La question de la fragilité des institutions européennes? Parce que ce qu'on a découvert, c'est qu'il n'y avait pas de rempart, au fond, contre ces tentatives et ces cas même avérés de corruption. Oui, donc il y a eu des réformes qui ont été entreprises au cours de l'année dernière. Une réforme en 14 points voulue par la présidente Roberta Metsola. Mais bon, il y a la plupart des associations spécialisées dans la transparence de la vie publique jugent ces mesures insuffisantes à certains égards. Et puis c'est surtout des mesures pour justement encadrer mieux le lobbying. Et ce qui a permis aussi la révélation, l'éclatement de ce scandale, parce qu'il y a quand même des bons côtés, c'est que les règles qui étaient déjà existantes auparavant, notamment la déclaration de voyage financé par des États tiers, qui était déjà en vigueur auparavant, mais n'était pas appliquée, aujourd'hui est beaucoup mieux appliquée, un peu plus assidûment par les eurodéputés. Mais ce sont des mesures qui, justement, encadrent mieux ce lobbying, etc., les cadeaux, mais contre vraiment une affaire criminelle, comme on en a une ici sous nos yeux et qu'on raconte dans ce livre. Il n'y a pas vraiment de règles qui puissent être appliquées, si ce n'est de renforcer la justice, la police. Peut-être faudrait-il réfléchir à élargir les prérogatives du parquet européen, le jeune parquet européen. Pour l'instant, une affaire comme le Qatargate n'entre pas réellement dans le scope du parquet européen. Et nos confrères du Monde écrivent pas plus tard qu'aujourd'hui, l'Union européenne peine toujours à se protéger contre les ingérences et la corruption. Le projet d'organe éthique européen, censé superviser l'ensemble des institutions, est encore en négociation et ses ambitions demeurent bien loin d'un modèle calqué, je cite, sur la haute autorité pour la transparence de la vie publique française. Je ne sais pas si en Belgique vous avez ce genre de rempart. Pourquoi est-ce que ça n'avance pas ? Alors pourquoi ça n'avance pas, je ne sais pas, mais même la réforme en 14 points a mis beaucoup de temps à aboutir et certaines des réformes ont été un peu raccourcies. Là, elles sont allées moins loin qu'espéré au départ parce qu'il y a des intérêts politiques divergents sur ces questions-là et qu'il y a aussi des eurodéputés qui veulent garder la liberté de voyager, de faire de la diplomatie, de rencontrer toutes les personnes qui le souhaitent, parfois sans trop le montrer au grand jour. L'exemple, c'est je rencontre des opposants politiques d'un État quelconque, peut-être que la meilleure idée n'est pas de le publier sur le site Internet le jour même. Voilà, ça peut être de bons arguments aussi. Pourquoi ça ne va pas plus loin? Mais en tout cas, effectivement, cet organe éthique, la grosse critique qu'il lui a fait, c'est qu'il n'aurait, en l'état en tout cas, pas de pouvoir de sanction. Vous avez eu accès à 5000 pages du dossier d'instruction, des dizaines d'écoutes, pour certaines jamais dévoilées. Si vous deviez nous donner une autre anecdote, on évoquait celle tout à l'heure de cette perquisition avec ce chien, qu'est-ce qui vous a marqué? Vous poursuivez votre travail d'investigation, qu'est-ce qui vous a frappé? Moi, c'est quand même cette omniprésence de l'argent liquide. Il est partout dans ce dossier-là et c'est vrai que ça peut étonner à notre époque des crypto-monnaies, des comptes offshore, des transferts en un claquement de doigts, d'avoir autant d'argent liquide. C'est la corruption à l'ancienne. Ouais. C'est la corruption à l'ancienne. Peut-être que c'est dû au profil d'Antonio Panzeri qui est un peu old school sur certains aspects, qui n'était pas très téléphone portable et nouvelles technologies. Peut-être que c'est simplement la volonté d'être moins traçable par la justice aussi, puisque l'argent cash permet ça. Mais en tout cas, moi, c'est cette omniprésence de l'argent liquide. Et justement,
Antonio Panzeri, il raconte dans ses déclarations aux enquêteurs sous le statut de repenti que, par exemple, il est revenu de Paris avec 2 sacs dans le Thalys, autrefois il s'appelait Thalys, et l'un de ces sacs s'est vu vider pendant le voyage, donc il a perdu, entre Paris et Bruxelles, il avait perdu 15 000 € sur le voyage. Il nous reste vraiment un peu moins d'une minute. Quel est l'effet de ce scandale retentissant en Belgique dans l'opinion publique? Il y a des élections européennes qui approchent. Les partis dits populistes ont le vent en poupe. Est-ce qu'en Belgique, ça a fait du tort à l'Europe, aux institutions européennes, dont la plupart siègent dans la capitale belge? Oui, évidemment, ça a été une affaire qui a eu un grand écho international, donc ça n'a pu faire que du mal à l'image des institutions européennes. Et en même temps, ça a permis un certain nettoyage. En Belgique, on a chroniqué cette affaire pendant toute l'année dernière, et ça continue encore aujourd'hui, était en train de naître aussi dans certains médias, pas seulement belges d'ailleurs, un espèce de contre-narratif qui voudrait que l'affaire n'est pas si claire que ça, ou que le dossier n'est pas si complet que ça. Donc c'était d'autant plus important pour nous d'écrire ce livre pour remettre les faits au centre du jeu. Les faits au centre du jeu. Louis Collard, merci beaucoup, journaliste belge d'investigation chez nos confrères du Soir. Merci à vous. Merci.